J'ouvre le second débat de ce sens public volontairement décalé de l'actualité du jour, direction l'Espagne pour découvrir le Premier ministre Pedro Sánchez, devenu en quelques mois un symbole de la résistance à Donald Trump. Il refuse d'augmenter ses dépenses militaires, régularise les migrants sans papier, il défend les Palestiniens. Est-il isolé en Europe ou pas? Quel est son bilan économique? Pourquoi a-t-il perdu là ce week-end les élections régionales en Andalousie? Avant d'en débattre, première réponse en images signée Stéphane Duguet. Seul dirigeant européen à avoir dit un non ferme et définitif à Donald Trump. Dès le début de la guerre en Iran, Pedro Sánchez a refusé l'utilisation des bases militaires américaines sur le sol espagnol pour frapper le régime iranien. Premièrement, non à la violation du droit international qui nous protège tous, en particulier les plus démunis, la population civile. Deuxièmement, non à l'idée que le monde ne peut résoudre ses problèmes que par les conflits et les bombes. Et enfin, non à la répétition des erreurs du passé. En résumé, la position du gouvernement espagnol peut se résumer en 4 mots. Non à la guerre. Une réponse aux propos tenus un peu plus tôt par le président américain depuis la Maison-Blanche, lui aussi très offensif. Donald Trump menaçait l'Espagne de représailles économiques. Je pourrais demain, ou même aujourd'hui, arrêter tout ce qui a trait à l'Espagne, toutes les relations commerciales avec l'Espagne, j'ai le droit de le faire. Des embargos, je peux en faire ce que je veux. Et nous pouvons faire cela avec l'Espagne. Plus de 2 mois après ces propos, aucune mesure n'a été prise contre l'Espagne. Mais cette passe d'armes a renforcé la stature anti-Trump de Pedro Sánchez, une ligne traditionnelle du socialisme gouvernemental espagnol. Pedro Sánchez sait que l'anti-américanisme est un élément très fort de la culture politique de la gauche espagnole. Et avec Donald Trump, il a toutes les raisons pour s'opposer à cette politique qui est notamment dans le soutien affiché de Trump à la politique de Benjamin Netanyahou ou encore à l'intervention américaine au Venezuela. Et là, pour le coup, on rencontre des intérêts qui sont aussi les intérêts traditionnels de l'Espagne en Amérique latine. Au mois d'avril, Pedro Sánchez est même allé plus loin. Il a accueilli à Barcelone un sommet baptisé « En défense de la démocratie ». Une réunion avec une quinzaine de chefs d'État internationaux et notamment les chefs d'État brésiliens, colombiens, mexicains et sud-africains. Mais ce positionnement singulier a peu d'impact géopolitique en Europe, même s'il peut s'avérer payant en vue des prochaines élections législatives qui se tiendront au plus tard à l'été 2027. Il est évident que le positionnement international de Pedro Sánchez contre Donald Trump, que la popularité qu'il en retire à l'international, mais aussi à l'intérieur, vont être des atouts. Et comme on est quand même face à l'incertitude sur ce qui va se passer dans les 12 prochains mois, il n'est pas impossible que Pedro Sánchez puisse tirer son épingle du jeu. Même si Pedro Sánchez ne part pas favori, ses prises de position contre Donald Trump lui ont fait gagner jusqu'ici des points dans les sondages. Qui est vraiment ce Premier ministre espagnol qui ose défier Donald Trump? On en débat tout de suite avec Carole Binals. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférences spécialiste de l'Espagne contemporaine. Juan José Dorado, bonsoir et bienvenue. Journaliste espagnol correspondant à Paris. François Baudonnet, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. François, vous êtes rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Et Anne-Charlène Bézina, évidemment restée à mes côtés, constitutionnaliste et éditorialiste pour Sens Public. Si vous deviez le définir, Carole Binals, en quelques mots, c'est d'abord un homme de gauche? Oui, et puis il a écrit un manuel qui s'appelle El Manuel de Resistencia. Il ne faut pas oublier qu'il est au pouvoir depuis 2018, et suite à une motion de censure qui était la première motion de censure de l'histoire de l'Espagne, et c'est pas rien. Ensuite, il a gagné les élections en s'alliant avec un parti Podemos avec lequel il n'avait pas beaucoup d'atomes crochus au départ. Un gouvernement dit Frankenstein qui a tenu. Il a été défait apparemment aux élections 2023. Il a réussi quand même à constituer un gouvernement. Donc, on peut dire que c'est un monsieur qui est assez résilient. Voilà, une capacité d'adaptation. Oui, on a bien compris. 54 ans, vous l'avez dit, au pouvoir depuis 2018. Il était surnommé le beau gosse de la politique espagnole. J'ai lu ça, Juan José Dorado. Comment vous le définiriez, ce Pedro Sánchez ? Alors, je veux prendre une définition qui n'est pas la mienne, c'est d'un autre journaliste qui disait, en fait, c'est un opportuniste plus qu'un homme politique, dans le sens où effectivement, en 2016, il était à la tête du Parti socialiste espagnol, il a été viré par ses propres
Conseil fédéral en 2016. Il est revenu en 2017 en gagnant des primaires au sein du Parti socialiste. Et puis en 2018, effectivement, avec cette motion de censure, il est arrivé au pouvoir. Et à partir de là, il s'est dédit de tout ce qu'il avait promis quand il était candidat à la présidence du gouvernement de espagnol. jamais travailler avec Podemos, donc là c'est une gauche plus radicale, on va dire. Voilà, Podemos est l'équivalent des LFI d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon est allé souvent en Espagne prendre exemple de comment Pablo Iglesias, à la tête de Podemos, avait organisé son parti. Donc il avait dit Pedro Sánchez, jamais avec Podemos. Voilà, quelques jours avant, il avait dit jamais avec Podemos, je ne pourrais pas avoir un gouvernement et dormir tranquille si j'avais Podemos à côté. Quelques jours après, motion de censure. Pablo Iglesias, qui est le président de Podemos, est devenu le vice-président premier du gouvernement espagnol. Donc il s'est dédié. Donc c'est un homme d'opportunité parce qu'il n'a pas eu de majorité absolue en 2018 et il n'en a pas eu non plus, effectivement, comme disait Carole Vignal, en 2023, puisqu'il n'a pas gagné les élections. Mais, encore une fois, homme d'opportunité qui sait regarder ce qui se passe sur les côtés. Il s'est allié avec ceux avec qui il avait dit qu'il ne s'allierait jamais. Oui, effectivement. Et alors, mais il est quand même en place depuis, ça va faire 8 ans, hein, au mois de juin. Est-ce que ça lui donne, François Baudonnet, cette longévité, un point un peu particulier en Europe, quand même? Oui, parce qu'effectivement, enfin, on vient de le dire, c'est un survivant sur le plan politique. Donc, à Bruxelles, quand il rencontre ses petits camarades au Conseil européen, dans les sommets européens, il est salué comme tel, hein, parce qu'il est toujours sur un fil et finalement il est toujours là. Donc ça lui donne effectivement une forme de stabilité que peut-être les autres n'ont pas. Et à la fois, il y a quand même une fragilité parce qu'en fait, il y a quasiment plus de gouvernements socialistes en Europe. La droite et même l'extrême droite ont fortement progressé. Et en fait, il n'y a plus que 4 gouvernements socialistes actuellement en Europe sur 27. Donc il y a quand même une certaine solitude pour Pedro Sánchez quand il est à Bruxelles. Anne-Charlène ? J'avais envie de vous parler de notre histoire de la Troisième République, qui peut paraître très super. éloignée. Non, mais les républicains opportunistes, les républicains opportunistes, précisément, c'est ça. À gauche, mais pas plus loin. Et puis au final, on s'allie. Et je pense que Pedro Sánchez, justement, traduit assez bien cette idée d'une gauche qui est en train de se perdre dans l'Union européenne, cette espèce de désert de la social-démocratie, avec justement l'idée d'aller à l'opportunisme, c'est-à-dire de chercher les alliances là où ça va être effectif. Et je pense que ça explique beaucoup de choses dans sa politique, mais je vous le dirai tout à l'heure. Oui, effectivement, on va l'expliquer en détail dans un instant. Et puis ça permet aussi au pouvoir de prendre un certain nombre de décisions. On parlera notamment de la régularisation des sans-papiers, 500 000 sans-papiers. C'est quand même une mesure assez emblématique. Ça, ce sera un chapitre à venir un petit peu plus tard dans notre débat. Mais alors, il a quand même le don, Pedro Sánchez, d'agacer Donald Trump. On va écouter le président américain. C'était il y a 2 mois, visite du chancelier allemand Friedrich Merz dans le bureau ovale. Et à ce moment-là, Donald Trump, il ne digère pas le refus espagnol de permettre aux États-Unis d'accéder à ses bases militaires pour mener des opérations contre l'Iran. Écoutez le président US. Maintenant, l'Espagne a déclaré que nous ne pouvions pas utiliser ces bases, ce qui n'est pas grave. Nous pourrions utiliser leurs bases si nous le voulions. Nous pourrions simplement y atterrir et l'utiliser. Personne ne nous empêcherait de le faire, mais nous n'en avons pas besoin. Cependant, ils se sont montrés hostiles. L'Espagne n'a absolument rien à nous offrir, à part des gens formidables, ils sont des gens formidables, mais elle n'a pas de bons dirigeants. Et c'est le seul pays de l'OTAN qui n'a pas accepté de passer à 5%. Il voulait rester à 2% et il ne paye même pas les 2%. Nous allons donc couper tous nos échanges commerciaux avec l'Espagne. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec l'Espagne. Carole Binals, est-ce qu'il y a une cohérence, là, on parlait d'opportunisme, etc., chez Pedro Sánchez dans cette opposition à Donald Trump? Alors, pour moi, il y a plusieurs questions. Je suis espagnole quand même, hein, donc enfin, 70% des Espagnols, il y a eu un sondage qui est apparu dans El País, qui est très connu, sont contre la guerre. Je veux dire, la guerre, pour nous, on n'a pas participé aux 2 guerres mondiales. Hein, donc c'est vrai que... Et j'étais étudiante à l'époque de la guerre d'Irak. Les manifestations ont été massives. Hein. C'est vrai que nous n'avons pas du tout cet esprit-là. Donc il y a une cohérence et il est en phase avec une large partie de la société espagnole, oui, ce que alors, je comprends. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très ancré. Alors après, c'est une opinion qui est un petit peu personnelle. Je veux dire, on trouve Pedro Sánchez extraordinaire, mais enfin...
De mon point de vue, ce que fait l'Espagne, c'est normal. Et je pense, pour moi, que nous vivons une époque assez troublée pour qu'on trouve extraordinaire quelqu'un qui refuse de mettre des bases militaires au service de quelqu'un qui fait une politique d'agression qui va à l'encontre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Excusez-moi, mais enfin, je veux dire, pour moi, son comportement, il respecte ce que fait ce monsieur. C'est respecter le droit international. Que vous le trouviez extraordinaire parce qu'il fait ça, c'est à mon tour, moi je trouve ça extraordinaire. C'est assez révélateur, non, effectivement. Et c'est ce que vous aviez prévu un peu de nous raconter, finalement. C'est vrai, c'est bien. C'est très bien, ça pose les bases, moi je suis contente. Non, mais c'est vrai, il y a cette idée de réagir, de ne pas laisser faire. Quoi, bien sûr, c'est ça qui a été intéressant, c'est qu'en fait Pedro Sánchez, il proclame des éléments qu'on pourrait croire assez unanimes dans la doctrine de l'Union européenne, et notamment qui pourraient plaire aux Français. Par exemple, typiquement, cette idée d'être contre l'international réactionnaire, c'est une idée qu'on pourrait croire tout droit sortie de la bouche d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que pourtant, diplomatiquement, il a été un petit peu affaibli. Donc, et effectivement, il défend ce droit international. Alors, il défend ce droit international, il défend l'état de droit, il nous dit qu'il faut suspendre les accords de l'Union européenne avec Israël, il nous dit la guerre a été faite sans mandat de l'ONU, et donc, évidemment, je ne fais que répondre à l'application du droit de la légitime défense. Alors, c'est vrai. En revanche, il y a une autre tradition, on va dire, au sein de l'Union européenne, qui est celle qui est maintenue par la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui est cette idée du dommage tolérable, en quelque sorte, c'est-à-dire que venant d'un allié historique comme les États-Unis, on va être dans le en même temps en matière diplomatique. Alors, illustration, la France et le Royaume-Uni sont alignés sur une position de condamnation de l'absence de base légale, donc de la guerre en Iran, mais veulent inciter à la désescalade. Donc, on voit bien qu'on est sur du nini. Olaf Scholz va plus loin. Il se positionne presque en négociateur en acceptant de dire qu'il ne rompra pas de toute façon. Alors, Olaf Scholz, c'était le précédent. Donc là, c'est Friedrich Merz. Friedrich Merz, excusez-moi. Je ne suis pas actualisée. Mais ça valait pour Olaf Scholz aussi. C'est-à-dire cette idée de ne pas rompre avec l'atlantisme. C'est un peu ça l'idée. Donc, Sánchez va vraiment loin dans le bras de fer. Et je pense qu'il en est conscient. Il rompt, en fait, en quelque sorte, avec une doctrine de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas le suivre, d'ailleurs, dans la plupart des votes par rapport à cette question de la majorité. Le refus des 5%, c'est symptomatique, là encore une fois. Ça veut dire, on ne rentre pas dans la logique de Donald Trump. La base espagnole, on l'aura compris. Donc, cette idée de la résistance, au fond, ça lui pèse. Enfin, j'ai envie de dire, ça va dans son sens. Ça lui crée une très forte audience. Mais attention, il est quand même assez isolé diplomatiquement. Oui, effectivement. Alors, quelles sont les raisons de cet isolement? Expliquez-nous. Alors, les raisons de l'isolement, je vais vous les donner. On va être vraiment là dans des lunettes de réel politique. On va essayer de tout comprendre de ce qui se passe aussi à l'intérieur. Il y a un paradoxe, Sánchez, parce que ça, il faut le dire, il est quand même assez affaibli sur sa scène nationale. Et notamment sur la défense du droit, on sait qu'il y a des affaires pénales en cours, détournement de fonds, etc., qui l'affaiblissent personnellement. Et une fragilisation au sein du Parlement, on l'a dit, avec des opposants qui considèrent en fait que l'idée de la résistance internationale sert en quelque sorte sa politique, puisque c'est vrai que, vous l'avez dit, c'est un ADN de considérer qu'on ne fait pas la guerre. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il est le rempart contre Vox, le parti plutôt Trumpisme de son échiquier. Donc les Européens se méfient. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y a quelque chose un peu surranné, vous l'avez dit, à estimer qu'il y a une internationale de gauche, parce que la social-démocratie en Europe, c'est un peu l'état de la mort cérébrale actuellement. Et donc, les gouvernements de gauche sont plutôt dans des coalitions où ils ont intérêt à regarder, et je me trompe de sens, vers la droite, vers le centre. Et donc, typiquement, Royaume-Uni, France, on est malheureusement dans ce type un peu de configuration qui n'arrange pas le dialogue avec Pedro Sánchez. Et puis, il y a un dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier la dépendance économique qui est quand même moins forte pour l'Espagne au niveau des États-Unis que pour les Allemands, typiquement, ou pour le Royaume-Uni, qui est encore lié par certains accords internationaux avec l'allié atlantique. Je veux bien vous entendre là-dessus. Vous vouliez réagir, je veux rajouter un petit truc. Enfin, au niveau espagnol, il y a eu un rapport de l'Institut qui s'appelle CIPRI. Ils sont à 2,1%. Pas les 5% que demandait Donald Trump, mais pour l'Espagne. Donc ça, c'est la participation au budget de l'Europe. Ça veut dire quelque chose sur la tradition. Voilà, vous avez mais raison. pour l'Espagne, c'est quand même quelque chose. Ils ont doublé leur budget défense. Je veux dire, bien sûr, vous avez raison. Mais je veux dire, pour des Espagnols, si on remet en contexte, on ne peut pas dire que ce soit un grand pacifiste non plus. Et d'ailleurs, tout récemment, il a activé la Ley de Seguridad Ciudadana, la loi de sécurité citoyenne qu'on appelle la loi Bayon en Espagne, contre des activistes qui faisaient une performance devant la plus grande foire sur les armes en Espagne. C'est-à-dire que l'image de Sánchez
pas si pacifiste que ça. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais dans un contexte espagnol qui est quand même particulier. Mais quand même, François Bonnet, vis-à-vis des autres pays européens de cette alliance atlantique, comment ça situe le Premier ministre espagnol, même si j'entends que ce soit déjà pas mal pour l'Espagne, de refuser d'aller vers ces 5% réclamés notamment par Donald Trump? Alors déjà, je parlais tout à l'heure d'une certaine solitude de Pedro Sánchez. Après, comment dire, il a eu courage, par exemple, en ce qui concerne l'utilisation des bases militaires, qui sont d'ailleurs des bases militaires américaines. Il a eu le courage, finalement, presque de montrer le chemin. Parce que la France, elle, a eu une position quasi similaire, en interdisant le survol d'avions qui transportaient des armes qui partaient vers le Moyen-Orient. Mais la France ne le disait pas. Il a fallu que ce soit Donald Trump qui le dise pour que finalement, nous, journalistes, on pose la question aux autorités françaises et qu'au bout d'un certain temps, il y a eu quand même une certaine hésitation côté français, qu'on nous dise la vérité, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ce soit, par exemple, la France qui ait cette position, que ce soit Emmanuel Macron qui soit dans cette ligne-là. Après, ça pose quand même aussi un problème, quand même, pour répondre directement à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres pays que les États-Unis qui reprochent à l'Espagne le fait de ne pas être au-delà des 2%? Alors, ce sont surtout les États-Unis, parce que tous les autres pays d'Europe se sont vraiment lancés, plus encore que l'Espagne, dans un réarmement massif. C'est le cas, par exemple, évidemment, de l'Allemagne, avec des centaines, voire des milliers de dollars qui sont investis dans la défense européenne. C'est le cas de la Pologne, c'est même le cas de l'Italie, c'est le cas de la France. On a vu que la loi de programmation militaire a été augmentée, en particulier pour produire plus de munitions. Et effectivement, l'Espagne fait un peu cavalier seul, et c'est un problème pour tout le monde, même si, il faut quand même bien le dire, la déclaration de Donald Trump qu'on a entendue tout à l'heure n'a pas été suivie des faits. Parce qu'il y a c'était des questions que j'allais poser. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a toujours des relations commerciales, évidemment, avec l'Espagne. L'Espagne n'a pas été éjectée de l'OTAN, et évidemment, elle ne le sera pas. Donc, il était très en colère, mais ça n'aura sûrement pas de conséquences, en tout cas immédiates. Est-ce que c'est effectivement lié, Juan José Dorado, au fait que l'économie espagnole est peut-être moins dépendante des États-Unis que d'autres économies européennes? Elle est moins dépendante, mais ça reste quand même, l'interdépendance avec les États-Unis reste quand même assez forte, avec les pourcentages des douanes qui ont été établis avec l'arrivée de Donald Trump. L'Espagne, on a calculé autour de 9 milliards qui étaient les pertes qui allaient subir l'Espagne. Donc ça reste quand même assez important. Mais c'est vrai qu'il y a un autre facteur dont on va parler certainement, c'est aussi la politique intérieure. Donc Carole disait tout à l'heure, pour le non à la guerre, qui en fait c'était la deuxième guerre d'Irak, et effectivement c'est la fameuse photo des Azores où Aznar, qui était président à l'époque, était avec Barroso, Tony Blair, etc. aux Azores, et avec George Bush. C'est drôle, regardez cette réaction, Juan, qui nous écrit de Mado. Pedro Sánchez a raison de dire non. Enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il a raison. Il est aussi populaire en Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est cette position, il faut la lire aussi du côté des politiques intérieures. Parce que oui, c'est ça. Au niveau intérieur, que ce soit des droites ou des gauches, la majorité des Espagnols sont contre la guerre, de la même façon que la majorité des Espagnols, des droites ou des gauches, sont contre ce qui s'est passé dans le conflit palestino-israélien du côté de Gaza. C'est pour ça aussi qu'il profite au niveau intérieur de cette popularité. Alors, à l'extérieur, il a une belle popularité parmi les sociétés civiles. Je ne suis pas sûr qu'en Europe, vous l'avez dit, il est assez isolé diplomatiquement, parce que sa position par rapport à l'investissement à l'OTAN met en portefeuille la politique des autres pays qui vont devoir aller expliquer à leurs concitoyens pour que l'Espagne ne fait que 2% quand elle était à 0,9%. Quand il y a un effort. Non, mais je veux dire 2, donc effectivement. Voilà. Ah ben oui, mais bon, dites ça aux Polonais qui sont à plus de 5%. Voilà, donc c'est compliqué. Certes, la géographie nous parle, ils sont un petit peu plus près. Et puis le positionnement espagnol par rapport au conflit israélo-palestinien, mais aussi en portefeuille un certain nombre de pays, en commençant par la France, par exemple, donc qui vont devoir, la société civile dit, mais regardez les Espagnols,
comme il est capable de faire ceci ou cela. Et donc, diplomatiquement, il est assez isolé en Europe. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Il y a un autre chapitre qui lui vaut un certain nombre d'applaudissements, mais aussi de critiques de partenaires ou de personnalités politiques européennes. C'est le chapitre migratoire, évidemment. On y vient à cette question avec Steve Jourdain tout de suite. Rebonsoir Steve, puisque l'Espagne de Pedro Sánchez a lancé un plan de régularisation des migrants en situation irrégulière. Est-ce que on peut parler d'une exception espagnole? En tout cas, le gouvernement a annoncé au début de l'année une mesure spectaculaire, Thomas, la régularisation de plusieurs centaines de milliers de sans-papiers. Pour justifier cette décision, Pedro Sánchez a développé des arguments humanistes. Écoutez-le. Mon pays va ouvrir la voie à la régularisation d'1 demi-million de migrants sans papier, 1 demi-million de personnes avec qui nous vivons au quotidien, au marché, dans le bus, à l'école de nos enfants. Des personnes qui prennent soin de nos parents, qui travaillent dans les champs, qui ont bâti main dans la main avec nous le progrès de notre pays. Des personnes qui étaient là, qui faisaient déjà partie de nos vies. Voilà, alors derrière l'argument moral, Thomas, il y a aussi une motivation plus pragmatique. L'Espagne est confrontée à un vieillissement de sa population et à une baisse de la natalité. Certains secteurs connaissent aussi des pénuries de main-d'œuvre. Le gouvernement espère donc faire entrer sur le marché jusqu'à 500 000 personnes qui travaillent déjà pour beaucoup dans l'économie souterraine. Une grande partie d'entre elles sont originaires d'Amérique latine. Alors, comment ça va se mettre en place? Quelle procédure? Alors, Pedro Sánchez a choisi de passer par décret car il n'a pas de majorité au Parlement. Le texte fixe plusieurs critères. Les bénéficiaires doivent être arrivés en Espagne avant le 31 décembre 2025. Il faut justifier d'une présence continue sur le territoire pendant au moins 5 mois et il faut déposer son dossier avant la fin du mois de juin. À la clé donc, un titre de séjour et une autorisation de travail. Et alors, comment cette annonce a été accueillie en Espagne? Sans surprise, les partis d'opposition sont vent debout, notamment le parti d'extrême droite Vox qui dénonce un risque d'appel d'air, risque qui n'a pour le moment pas été constaté dans les faits. À l'inverse, les syndicats soutiennent la mesure. C'est aussi le cas, et il faut le noter, Thomas, le cas du patronat qui voit une réponse concrète aux pénuries de main-d'œuvre, notamment dans le bâtiment ou dans l'hôtellerie-restauration. Et puis, pour répondre à votre question, Thomas, oui, on peut parler d'une forme d'exception espagnole, en tout cas en matière d'opinion publique. Selon plusieurs enquêtes, 66% des Espagnols estiment que les immigrés contribuent positivement à leur pays. C'est nettement plus que la moyenne observée dans de nombreux autres pays européens où ce taux se situe autour de 53%. Effectivement, ça fait un décalage de 14 points, de 13 points, c'est pas rien. Merci beaucoup Steve pour toutes ces infos. Carole Binals, pourquoi maintenant? Pourquoi Pedro Sánchez il annonce ce plan de régularisation? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce processus de régularisation, c'est pas Pedro Sánchez. En 2020, il y a une association qui s'appelle Regularización Ya, qui a démarré ce qu'on appelle vous savez, c'est une initiative législative populaire qui se trouve dans la Constitution espagnole, article 87.3. Il fallait récolter 500 000 signatures, ils en ont récolté péniblement 700 000. Ils sont allés voir le Parlement basque qui a fait une proposition no de ley. Ils sont allés voir des ayuntamientos. Ils sont allés voir... Commencez pas par l'espagnol. Moi, je ne parle pas espagnol. Il y a certainement dans ces spectateurs. Je vais vous perdre. Mais même si c'est très agréable à l'oreille. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une initiative législative populaire. C'est-à-dire, derrière cette régularisation, c'est la société civile qui s'est mobilisée. Ça veut dire qu'il n'avait pas le choix, Pedro Sánchez? Il devait appliquer cette décision? Alors, si j'ai mauvais esprit, je vais dire qu'il a récupéré quelque chose qui lui a été quand même offert par la société civile. Je suis désolée, mais ce sont les associations qui sont derrière tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, là, c'est tout un fatras pour obtenir les papiers, parce que c'est des papiers, c'est quand même 1 demi-million de personnes. Ce sont les associations qui sont mobilisées à Madrid pour aider parce qu'ils ont beaucoup du mal, ils sont un petit peu engorgés par rapport à tout ce qui est papier. Donc en fait, non mais je trouve ça très bien, Pedro Sánchez. Très bien, mais pardon, mais attends, alors là, je vais rentrer dans le débat parce qu'il prend aussi un risque politique quand même, Pedro Sánchez. Enfin, on parlait du parti Vox qui doit faire ses choux gras de la régularisation de 500 000 sans-papiers. Donc, c'est pas neutre comme décision. Mais même s'il y a 700 000 Espagnols qui ont signé une pétition pour une régularisation. Beaucoup plus que 700 000 Espagnols. Vous avez vu les sondages. Et puis même le patronat, ils ont quand même besoin de main-d'œuvre quelque part. Il a repris. C'est ce qu'il avait fait pour le franquisme. C'est ce qu'avait fait aussi Zapatero. Je fais tourner la parole sur ce thème-là. D'abord Anne-Charlène et ensuite je viens vers vous.
un point constitutionnel. Nous, ça fait 2 ans qu'on a des budgets en loi de finances spéciale, lui aussi. En réalité, il n'y a pas de majorité complète, en tout cas un Parlement un peu suspendu en Espagne, et c'est pour ça que l'initiative a échoué, et c'est pour ça qu'il ne peut agir que par décret, et que les conditions sont aussi restrictives. Et c'est Vox, évidemment, qui bloque, et notamment tous les partis de droite qui peuvent bloquer ce genre d'initiative par la loi. Alors, je suis un peu têtu, donc je repose ma question. Juan José Dorado, est-ce que ce n'est pas un cadeau fait par Pedro Sánchez à l'extrême droite ou même la droite? On voit qu'il y a localement des accords, si j'ai bien compris, entre la droite et Vox, notamment sur ces questions de politique migratoire. Alors, je crois entendre les mots de priorité nationale prononcés dans certaines régions. C'est un cadeau, c'est relatif. Quand il arrive en 2018, l'extrême droite représente autour de 25% du Parlement espagnol. En 2023, où il ne gagne pas les élections, puisque c'est le Parti populaire, l'extrême droite tombe à 15%. Donc, qui est ce que vaut aujourd'hui. Ce week-end, hier, il y a eu des élections en Andalousie. L'extrême droite, qui a récupéré un député de plus en Andalousie, ne pèse que 14%. Donc, oui, mais le parti de Pedro Sánchez a perdu des sièges. Tout à fait. Mais donc, ça ne fait pas vraiment monter l'extrême droite, puisqu'elle est autour de 14-15% quand elle a été à 25% en Espagne. Donc ça, c'est la première des choses. Par contre, effectivement, avec cette politique, déjà, il était obligé de l'appliquer parce qu'il y avait aussi un gouvernement de coalition avec la gauche radicale qui demandait la régularisation de son papier. 2, il faut savoir aussi que il y a autour de 850 000 immigrés illégaux en Espagne, on calcule. Donc on va régulariser 500 000, mais l'Espagne, depuis qu'il est là, a déjà régularisé 500 000 étrangers. Donc on va être autour d'1 million. Et politiquement, c'est pas si mauvais que ça. Parce que celui qui s'installe en Espagne va pouvoir demander au bout des 2 ans la nationalité espagnole. Et donc, politiquement, il peut s'assurer que dans 2 ans, beaucoup d'immigrés qui ont été régularisés et qui ont demandé la nationalité espagnole vont pouvoir aller voter. À ça, je veux rajouter que, vous savez, l'Espagne, il y a la loi des mémoires démocratiques qui vient de recevoir 2 500 000 demandes de nationalité. Des gens qui sont à l'étranger, notamment en Amérique latine. Tous ces gens-là vont aussi pouvoir voter et vont pouvoir aussi venir en Espagne et en Europe, ça c'est autre chose. Mais la réalité, c'est que politiquement, ils gagnent avec tout ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, François Baudonnet, mais en écoutant le récit de ces régularisations, je pense à l'Allemagne d'Angela Merkel, qui avait régularisé, c'était 1 million de réfugiés syriens il y a une dizaine d'années. C'était Wir schaffen das. Ça va le faire. On va vous accueillir. Oui, c'est ça, on va vous accueillir. Est-ce qu'elle en a payé le prix politiquement? Quel bilan on peut en faire? Elle en a payé le prix politiquement. Même s'ils se sont très bien intégrés dans la société allemande, finalement, elle en a payé le prix politiquement avec la montée de l'AfD, donc l'extrême droite allemande, qui a littéralement explosé et qui continue d'ailleurs de progresser, en particulier dans l'Est de l'Allemagne. Mais pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, savoir si l'Espagne était une particularité, une rareté, une exception en Europe à faire ça, à régulariser autant de clandestins, en fait, il y a un pays qui n'est pas son allié du tout, qui est l'Italie, qui est un pays d'Europe du Sud également, avec Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, elle aussi, pour les mêmes raisons, parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre, parce que la population vieillit. À la demande du patronat aussi. Et à la demande du patronat, Confindustria italienne. Et alors qu'au contraire, elle dit qu'il faut fermer les portes à l'immigration, eh bien, elle a annoncé qu'elle régularisait des centaines, le chiffre, d'ailleurs, le premier chiffre est aussi de 500 000, c'est pas complètement un hasard, mais simplement, elle, évidemment, elle ne le met pas en avant, puisque toute sa politique est plutôt basée, au contraire, contre l'immigration. Oui, effectivement. Si je me souviens bien, en France, on avait eu une phrase de Gérald Darmanin qui voulait être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Et il y avait un projet de loi dans lequel il y avait un volet qui était un volet de régularisation à la demande du patronat. De jambes. Et cette partie-là, cette jambe-là, elle a un petit peu disparu. Parce qu'il y a une pression politique ici. Et d'ailleurs, la décision de Pedro Sánchez, elle a provoqué la réaction du président du parti LR ici, Bruno Retailleau, qui veut mettre Pedro Sánchez au banc des nations européennes. Écoutez-le s'en expliquer. Oui, j'ai été dur avec M. Sánchez et je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que signifie l'expression « mettre au banc » ? C'est une expression qui signifie condamner. Oui, j'attends des nations d'Europe, et notamment de la France, qu'ils condamnent le comportement de M. Sánchez. Pourquoi ? Parce que Schengen, l'effacement des frontières intérieures, c'est une solidarité européenne. Et M. Schengen la brise.
Cette Europe de la solidarité ne peut pas fonctionner si des individus comme M. Sanchez s'en exonèrent. Bon, évidemment, c'est M. Sanchez qui brise. Mais le cette lapsus solidarité. est complètement révélateur. Le lapsus est intéressant. Tiens, il y a une question qui peut-être reflète à la fois la réaction là, de Bruno Retailleau et peut-être d'autres chefs d'État ou de gouvernement européens. Vous allez nous le dire, François Baudonnet. Paula qui nous écrit d'Arras, merci de participer à notre émission. Est-ce que les migrants espagnols vont pouvoir se retrouver dans l'Union européenne? Les pays voisins craignent-ils une vague migratoire? Qu'est-ce qu'on peut en dire, François Baudonnet? Alors, vague migratoire, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de crainte là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'ils sont régularisés, quand ils seront régularisés, après, ils pourront évidemment se déplacer dans... Ils n'ont pas de carte de résident longue durée Union européenne pour l'instant. C'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. Donc c'est une subtilité juridique qui fait qu'ils ne sont pas censés pouvoir travailler tout de suite dans un autre pays européen, si je comprends bien. Oui, mais malgré tout, quand vous avez le droit d'être dans un pays européen, vous avez le droit d'être... De circuler. Il y a la libre circulation. Circuler dans d'autres pays européens. Et c'est d'ailleurs sous la pression de l'Espagne que les latino-américains, vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais il y a, je crois, 3-4 ans maintenant, ils n'avaient plus besoin de visa pour se rendre en Europe, alors que jusqu'à présent, c'était le cas, par exemple, des Colombiens qui devaient obtenir un visa pour aller en Europe. Et là, c'était plus le cas, et c'était sous la pression de l'Espagne, parce que moi, j'ai un chiffre qui m'a marqué. J'étais récemment à Madrid, et j'y suis allé, évidemment, il y a longtemps déjà. Ça a vraiment changé, en fait. Actuellement, il y a 10 millions d'étrangers en Espagne. C'est 20% de la population. C'était moins de 1% en 1995. Et quand on va dans les rues de Madrid et des autres villes ou grandes villes d'Espagne, on voit évidemment, on les voit, ces gens issus de l'immigration qui sont, pour la plupart, mais encore une fois, vous allez m'arrêter si je dis une bêtise, ce sont des latino-américains. Alors c'est ça, c'était la question que j'allais vous poser. Ils viennent essentiellement du continent sud-américain? Oui, 90% de ceux qui vont être régularisés, ce sont des latino-américains. Ce qui nous différencie par rapport à l'Italie, parce que l'Italie va faire venir essentiellement des gens de l'Afrique du Nord. C'est l'idée. Donc nous, c'est des latino-américains qui sont déjà installés et qui travaillent pour la plupart. Donc on va faire émerger cette économie souterraine qui existait. Et donc non, ils peuvent venir en Europe, mais ce qu'on va lui donner en Espagne, c'est un titre de séjour et de travail des 1 an. Tout d'abord, c'est 1 an. Donc, ils vont pouvoir venir effectivement en tant que touristes, pas plus de 90 jours par an. Mais vous comprenez bien, et c'est là où M. Retailleau, je crois qu'il est allé loin, un latino-américain, 90% des gens qui vont être régularisés quand même, qui travaillent en Espagne, ne va pas s'embêter à avoir ses papiers et partir en courant en France, dans un pays où c'est très compliqué de travailler, où ils ne parlent pas la langue pour la grande majorité. Donc non, la plupart vont rester en Espagne parce qu'ils sont déjà en Espagne, on ne les fait pas venir. Votre avis, Carole Binals, sur la réaction d'un Bruno Retailleau ou d'autres alliés européens de l'Espagne sur cette politique migratoire? Parce que cette petite voix consiste à dire, oh là, attention, alors il y a la théorie de l'appel d'air, elle n'est pas confirmée, je pense qu'elle l'a rarement, voire jamais été, mais bref, c'est une rhétorique qu'on entend beaucoup. Est-ce que ça fragilise quand même un Pedro Sanchez sur la scène européenne, ça? Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'en fait, c'est massivement des latino-américains, et ensuite, il y a, vous savez, la tragédie des Saharauis, je ne sais pas comment on dit en français, vous savez, les Sahraouis, qui eux sont des apatrides, les malheureux, ils étaient espagnols il y a 50 ans, eux ne font pas l'objet de la régularisation massive de Pedro Sanchez. Et ça, c'est un argument pour dire qu'en fait, vraiment, c'est quand même destiné majoritairement aux latino-américains, qui sont très linguistiquement, culturellement. Vous savez, on a notre fête du jour de l'Hispanité, 12 octobre. Enfin, je veux dire, voilà, il n'a pas régularisé une immigration majoritairement venue d'autres pays très lointains, mais des pays avec lesquels nous avons culturellement quand même des liens qui sont extrêmement forts, extrêmement Ça veut dire puissants. quoi? Pardon, je vais mettre les pieds dans le plat. Ça veut dire qu'il y a un refus d'une immigration plus musulmane, plus nord-africaine Non, mais je n'irai pas jusque-là. C'est ce que moi j'entends. Non, parce qu'il faut savoir que la population la plus importante en Espagne aujourd'hui, ce sont les Marocains, à peu près 1 million. D'accord.
Donc déjà, ce n'est pas une question des nationalités. Tout simplement, c'est vrai que les différentes crises qui ont été vécues en Amérique latine ont fait de l'Espagne le pays des destinations. Voilà. Ces dernières années, avec Nicolas Maduro au Venezuela, il y a eu des centaines, des milliers de Vénézuéliens qui sont arrivés en Espagne. Et donc, la même chose des Colombiens et des Péruviens. Donc, résultat, effectivement, ce n'est pas qu'on ne veut pas des autres cultures, parce que déjà, il y a 1 million de Marocains qui sont installés en Espagne, de la même façon qu'il y a plusieurs centaines de milliers de Roumains qui se sont installés en Espagne ces 15-20 dernières années. Peut-être un tout petit point juridique. Intégrer dans l'espace Schengen, ça ne veut pas dire accueillir. Hein. Ça veut dire que, typiquement, si ces gens-là peuvent circuler sur le territoire français, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils peuvent s'y installer. Et nous-mêmes n'avons pas d'obligation miroir d'intégration ou de réciprocité par rapport à cette idée de l'immigration irrégulière. Oui, effectivement, c'est ce titre de séjour longue durée ou pas, on est dans cette subtilité. Je veux bien qu'on regarde quelques données macroéconomiques. On va terminer, là, il nous reste quoi, 7-8 minutes. Pour parler des résultats économiques de l'Espagne, on est à un déficit, par exemple, qui est à 2,5% du produit intérieur brut en 2025. Ça nous fait rêver. Hein. Nous, on en parlait tout à l'heure, on est au-delà des 5% en France. Si on regarde la croissance de l'Espagne, elle s'établissait en 2025 à 2,8%, quand l'Europe en moyenne, vous voyez ce chiffre, était à 1,5%. François Baudonnet, cette économie espagnole, est-ce qu'elle dépend de l'argent de l'Union européenne et si oui, à quel point ? Beaucoup. On a pu dire ça aussi de Giorgia Meloni en Italie. Absolument. Est-ce que c'est vrai de l'Espagne ? Absolument, parce que c'est d'abord l'Italie qui a bénéficié du plan européen après le Covid. Et le deuxième pays qui en a bénéficié le plus, c'est l'Espagne, avec 80 milliards de subventions et 80 milliards de prêts, enfin grosso modo, donc aux alentours de 160 milliards. Donc effectivement, on a beaucoup parlé en France de ce miracle économique espagnol, mais derrière ce miracle économique espagnol, effectivement, il y a d'abord beaucoup de subventions, il y a de l'argent européen, ce sont souvent aussi des petits boulots, des petits emplois, des temps partiels, et donc ce miracle pourrait se transformer en mirage. Hein, et donc cette croissance qui, pour l'instant, effectivement, l'Espagne est la locomotive économique de la zone euro, mais à la fois les fondamentaux économiques de l'Espagne ne sont pas si bons que ça. C'est pas l'industrie, c'est pas le secteur de l'industrie qui fait marcher l'Espagne, mais par exemple c'est son tourisme. Donc il suffit qu'il y ait de nouveau un problème avec une pandémie ou quelque chose comme ça, et si le tourisme vient à tomber, ça veut dire que l'économie espagnole va tomber avec. Donc il y a quand même à la fois ce côté, ça marche très bien, mais c'est là aussi, peut-être comme sur le plan politique d'ailleurs, extrêmement fragile. Avec aussi, j'ai lu ça en préparant l'émission Juan José Dorado, beaucoup d'embauches dans la fonction publique. Alors, énormément, ce qui n'est pas absurde d'ailleurs de la part d'un gouvernement de gauche, mais c'est plus de 660 000 personnes depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est ça ? Et à peu près 250 000 qui vont sortir, qui vont être embauchés dans les prochains mois. Ouais. N'oublions pas que 2027, c'est l'année électorale, les législatifs en Espagne pour Pedro Sánchez, donc la fonction publique espagnole est pléthore. Et puis on a la territoriale avec le gouvernement autonome. Donc effectivement, ça, c'est politiquement très intéressant pour Pedro Sánchez. Effectivement, il y a les chiffres macroéconomiques. N'oublions pas que l'Espagne reste quand même les pays où le chômage des jeunes est le plus haut de l'Union européenne. Le pays le plus haut au niveau du chômage des jeunes et aussi pour le chômage des femmes. Et donc, on n'est pas les derniers au niveau du chômage parce qu'il y avait la Finlande qui vient de nous ravir la dernière place. Mais il y a des chiffres macroéconomiques qui sont très compliqués pour l'Espagne. Le problème du logement en Espagne est énormément compliqué. Il n'y a pas de logement en Espagne parce que c'est très cher. Aujourd'hui, nous, on dit qu'en Espagne, il y a à peu près 2 millions de tanguis. Je me rappelle au film français, parce que des gens qui restent chez ses parents jusqu'à 30, 32, 33, 34 ans, parce qu'ils sont incapables aujourd'hui de payer un loyer ou de payer un appartement. Donc l'Espagne, effectivement, a des chiffres très intéressants de macroéconomie, mais la vie de tous les jours reste quand même assez compliquée pour énormément d'Espagnols. Est-ce qu'il y a une usure du pouvoir, Carole Binals, pour Pedro Sánchez ? On a évoqué très rapidement le résultat des élections régionales là, en Andalousie, c'était hier, c'était ce dimanche, où son parti perd un certain nombre de sièges. Alors, bien sûr que son parti a perdu des sièges, mais par contre, la gauche andalouse, Adelante Andalucía por Andalucía,
ce sont des partis, alors pour Andalucía, c'est Podemos, Izquierda Unida, ils ont un peu reculé, mais Adelante Andalucía, c'est un nouveau parti de gauche, avec un monsieur qui s'appelle Garcia, qu'on appelle El Gafas, les lunettes, parce qu'il a fait un truc pour les lunettes gratuites pour tout le monde, hein, c'est sa loi. Oui. Lui, il a grandi de 4 sièges, ce parti-là. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche espagnole, de la gauche de Sanchez, elle est toujours très puissante et elle continue d'être puissante en Andalousie. Parce qu'en fait, et ça j'y crois énormément, hein, nous sommes les descendants nous avons vécu dans nos familles, enfin tout ce qui est le franquisme, l'après-franquisme, l'horreur des dictatures. Nous avons une crise économique de 2007 qui était abominable et ça a débouché sur une mobilisation de la société civile et la construction de partis de gauche. Parce que nous savons que il faut faire attention à ce genre de choses. Donc, le PSOE s'est affaibli, certes, mais les partis de gauche... Le PSOE, c'est le Parti socialiste espagnol. D'accord. Voilà, pardon. Non, mais tout va bien. Je me mets à la place de nos téléspectateurs, téléspectatrices qui sont peut-être un peu moins pointus que vous sur la vie politique espagnole. Et c'est pas pour rien qu'il ne veut pas avancer la date des élections, parce qu'il est connu, en fait, pour rebondir. Il est donné perdant, tout est perdu pour lui. On voit, il a perdu quand même une série d'élections régionales. Les 4 dernières, voilà, 4 élections perdues. Voilà, 4 élections perdues, mais il peut y avoir un rebondissement et il peut gagner les prochaines élections qui seront vraisemblablement donc dans un an maintenant. Oui, avec une capacité à s'allier, à trouver de nouveaux alliés. Juan Eduardo, avec quand même, Anne-Charlène nous l'a dit, il a quoi ? Il n'a pas de majorité au Parlement. Non, il n'a pas de majorité au Parlement. Comment il gouverne ? Parce que là, par exemple, sur l'immigration, c'est un décret. C'est un décret, donc, parce que depuis qu'il est arrivé en 2023, il n'a pas présenté des budgets. Il n'y a pas de budget en Espagne depuis 2023. Et celui de 2023, on peut s'en sortir sans budget. Celui de 2023 a été fait avec les chiffres de 2022. Donc, imaginez le décalage. Donc, il marche par décret, mais c'est un gouvernement de coalition qui n'a pas de majorité. Il est tenu justement à la gauche radicale qui soutient ce gouvernement, mais pas que la gauche radicale, puisque vous savez les indépendantistes catalans, les indépendantistes basques, les nationalistes catalans, les nationalistes basques. Donc en fait, c'est vraiment un multipote de partis, des tendances complètement différentes, dont le seul objet est de le faire tenir parce qu'il récupère à chaque fois des avantages tels M. Puigdemont, avec qui il négocie justement pour continuer au gouvernement. Ouais. François Bonnet, est-ce que c'est une source d'espoir pour d'autres partis de gauche ? Vous nous parliez de l'isolement. Non, mais vous nous parliez de l'isolement des chefs de gouvernement issus de la gauche en Europe aujourd'hui, soit au Parlement européen, soit dans leur propre pays, de se dire, bon ben voilà, on a quand même un Premier ministre espagnol issu de la gauche qui résiste à Trump et qui fait une politique de gauche. Alors, au niveau européen, je parlais de son isolement, il y a quand même le président du Conseil européen, le portugais Costa, qui est lui-même socialiste. Bon, alors c'est un peu différent parce qu'il est président du Conseil, donc d'ailleurs il ne vote pas, il anime les réunions. Je crois que les partis socialistes en Europe voient toutes les particularités dont on vient de parler depuis une heure, et ils savent que ce qui se passe en Espagne n'est peut-être pas transposable ailleurs. Donc voilà, et en particulier en France, je crois qu'il y a une conscience assez aiguë de cette différence. Un dernier mot quand même, on n'a quasiment pas parlé, même si vous l'avez évoqué, des scandales qui autour de ses proches, de son épouse, je crois, scandale de corruption, c'est ça, Carole Vignals, qui le mettent en difficulté. Oui, surtout de son bras droit, d'ailleurs. Le scandale de corruption de Ábalos, qui pour le coup est avéré. Son épouse, ça, c'est en cours, donc on ne peut pas encore se prononcer. Ça le fragilise quand même, ça. Alors, son épouse, ça l'avait beaucoup fragilisé. Vous savez qu'il s'était pris 5 jours de réflexion, le 24 avril 2024, il me semble, où vraiment, ça l'avait touché. Qu'on s'en prenne à sa femme. Les socialistes ont développé avec les années une partie de la gauche, vous savez, la notion de lawfare, vous savez, l'utilisation du droit contre le droit. Et on peut évidemment se demander si cette femme n'avait pas été l'épouse de Pedro Sánchez, si elle aurait fait Elle aurait été attaquée de la même façon. Voilà pour ces choses universitaires. Très vite. Je ne sais pas. Oui, donc il y a sa femme qui va s'asseoir dans les bancs des accusés dans quelques semaines. Il y a son frère qui va le faire à la fin du mois, parce qu'il est accusé de corruption aussi. Il y a les 2 bras droits du Parti socialiste nommé par lui qui, l'un a été jugé et l'autre va l'être dans les prochaines semaines. Donc la corruption est vraiment autour de lui, le plus proche de lui. Ça rend les prochaines législatives potentiellement passionnantes. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous
dis à bientôt sur notre antenne, à bientôt sur Public Sénat. Demain, on se retrouve 18h, 22h. Vous connaissez nos horaires. Vous pouvez également revoir nos débats sur publicsénat.fr, nous réécouter en podcast et puis noter le rendez-vous de la matinale. L'invité politique, ce sera Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat, face à Oriane Mancini. Belle soirée.